Le soleil déclinait déjà sur les toits de Paris quand Alexandre Dubois franchit le portail de sa propriété dans le 16e arrondissement, sa veste de costume négligemment jetée sur l'avant-bras. L'homme d'affaires de 42 ans n'avait pas prévu de rentrer si tôt ce vendredi après-midi, mais une réunion annulée à la dernière minute lui avait offert cette liberté inattendue. Ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, reflétaient encore la lumière dorée du jour finissant. Et ses yeux bleus, d'ordinaire si déterminés dans les négociations, semblaient aujourd'hui porter un poids invisible. Depuis des semaines, une question le hantait comme une mélodie persistante. Comment un homme qui avait tout réussi, fortune, respect, reconnaissance, pouvait-il se sentir si vide à l'intérieur? Sa dernière acquisition, une entreprise de technologie verte, venait de lui rapporter 15 millions d'euros. Et pourtant, en quittant son bureau aux Champs-Élysées, il avait ressenti cette même sensation d'incomplétude qui l'accompagnait désormais quotidiennement. La demeure familiale se dressait devant lui, majestueuse, avec ses 3 étages de pierre blanche et ses hautes fenêtres ornées de volets bleu marine. Les jardins à la française, entretenus par 3 jardiniers, s'étendaient sur près de 2 hectares. Tout respirait l'opulence et le raffinement. Depuis les rosiers centenaires jusqu'aux statues de marbre importées d'Italie. Pourtant, en contemplant cette beauté, Alexandre ne ressentait qu'une froideur qui le glaçait jusqu'aux os. Il n'avait initialement prévu qu'un passage éclair, récupérer un dossier oublié dans son bureau personnel et repartir pour un dîner d'affaires. Mais en poussant la lourde porte d'entrée en chêne massif, quelque chose d'inhabituel attira son attention. La maison, d'ordinaire animée par les voix du personnel et les échos de la vie quotidienne, semblait étrangement silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge comtoise du hall résonnait dans l'espace, marquant impitoyablement le passage du temps. Alexandre traversa le hall de marbre, ses pas étouffés par l'épais tapis persan qui ornait le sol. Les murs lambrissés, décorés de tableaux de maîtres, témoignaient d'un goût sûr et d'une fortune considérable. Mais aujourd'hui, tout cela lui semblait dérisoire, comme des accessoires dans un décor de théâtre où il aurait oublié son rôle. C'est alors qu'il l'entendit, un sanglot étouffé, si discret qu'il aurait pu passer inaperçu à quiconque ne prêtait pas attention. Le son venait de l'étage, du côté de la chambre de Lucie, sa fille de 8 ans.
Alexandre s'immobilisa, tous ses sens en alerte. Ce pleur n'était pas celui d'un chagrin d'enfant ordinaire, c'était quelque chose de plus profond. De plus inquiétant, un sanglot qui semblait demander pardon d'exister. Sans réfléchir, il gravit les marches de l'escalier principal, ses semelles de cuir italien résonnant doucement sur le bois ciré. Plus il montait, plus le bruit se précisait. Ce N n'était pas seulement sa fille qui pleurait. Il y avait une voix d'adulte, froide et cassante, qui grondait. La voix de Céline, sa seconde épouse. Alexandre avait épousé Céline Moreau 3 ans auparavant. 2 ans après la disparition de Sophie, sa première femme et la mère de Lucie. Céline était tout ce que la société parisienne admirait, élégante, raffinée, issue d'une famille aristocratique, diplômée de Sciences Po. Ses cheveux blonds platine étaient toujours parfaitement coiffés. Son maquillage impeccable, ses vêtements de créateur choisis avec un goût irréprochable. Elle évoluait dans les cercles les plus huppés de la capitale. Organisant des dîners caritatifs et fréquentant les vernissages des galeries les plus prisées. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de bienfaisance, Alexandre avait été charmé par son intelligence et sa prestance. Céline avait su s'imposer naturellement dans sa vie, apportant une organisation parfaite à leur quotidien et une image publique irréprochable. Elle gérait leur agenda social avec une efficacité remarquable. Recevait avec panache et l'accompagnait dans tous les événements professionnels avec une élégance qui faisait l'admiration de tous. Mais aujourd'hui, en approchant de la chambre de sa fille, Alexandre entendait dans cette voix qu'il connaissait si bien une froideur qui lui glaçait le sang. Céline parlait à Lucie comme à une employée incompétente, avec une autorité cassante qui n'avait rien de maternel. « Tu vas apprendre à obéir, ma petite. Dans cette maison, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour toi. » Alexandre s'arrêta devant la porte entr'ouverte, le cœur battant. À travers l'interstice, il aperçut une scène qui allait bouleverser sa vie à jamais. Céline se tenait debout face à Lucie, qui était recroquevillée sur son lit, ses longs cheveux blonds, si semblables à ceux de sa mère disparue, collés à son visage par les larmes. L'enfant tenait contre elle un petit cadre photo,
celui où Sophie et elle souriaient ensemble lors de leurs dernières vacances en Normandie. « Combien de fois faudra-t-il que je te dise de ranger ces vieilleries ?» siffla Céline, en arrachant brutalement le cadre des mains de la fillette. « Ta mère n'est plus là, il est temps que tu l'acceptes. » Lucie laissa échapper un petit cri de protestation, tentant de récupérer son précieux souvenir. C'est à cet instant qu'Alexandre vit Céline lever la main. Son geste suspendu dans l'air comme une menace silencieuse. Dans ce mouvement, dans cette posture, dans ce regard glacial qu'elle portait sur l'enfant, il comprit soudain que tout ce qu'il croyait savoir de sa femme, N, était qu'une façade soigneusement construite. Le temps sembla se suspendre. Alexandre, l'homme habitué à prendre des décisions en quelques secondes dans les salles de conseil, se retrouvait paralysé par l'ampleur de ce qu'il découvrait. Comment avait-il pu être aveugle à ce point? Comment avait-il pu confier sa fille, son bien le plus précieux, à une femme capable d'une telle cruauté? Dans le silence de ce couloir feutré, face à cette révélation qui bouleversait tout ce qu'il pensait savoir de sa vie, Alexandre Dubois comprit qu'il était arrivé à un carrefour. Les décisions qu'il prendrait dans les prochaines minutes allèrent déterminer non seulement l'avenir de sa fille, mais aussi le type d'homme qu'il choisirait de être. Et pour la première fois depuis des mois, la question qui le hantait trouvait sa réponse. Le vide qu'il ressentait venait de ce qu'il avait laissé l'essentiel lui échapper. Alors, inspirant profondément, Alexandre Dubois poussa doucement la porte et entra dans la chambre de sa fille. Le nom sortit de la bouche d'Alexandre avec une gravité qu'il ne se connaissait pas. Sa voix. Celle-là même qui commandait le respect dans les conseils d'administration les plus influents de France, résonna dans la chambre avec une autorité tranquille mais implacable. Céline se retourna vivement, la surprise se peignant sur son visage parfaitement maquillé. L'espace d'une seconde, Alexandre put lire dans ses yeux bleus une expression qu'il n'y avait jamais vue, la peur d'être découverte. Alexandre. Tu es rentré tôt. Sa voix reprit instantanément ce ton mélodieux qu'elle maîtrisait si bien en société, mais quelque chose avait changé. Le masque S était légèrement fissuré, et Alexandre, expert en négociation, savait reconnaître quand son interlocuteur tentait de regagner un terrain perdu. « Recule-toi de ma fille, maintenant. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac silencieux.
Céline ouvrit la bouche pour protester. Mais quelque chose dans le regard d'Alexandre, cette détermination froide qu'elle ne lui connaissait que dans ses plus importants deals, la fit reculer instinctivement. Lucie, toujours recroquevillée sur son lit, leva ses grands yeux verts vers son père. Ses yeux qui lui rappelaient tant ceux de Sophie, sa première épouse, celle qui avait illuminé sa vie pendant 10 années avant que la maladie ne l'emporte. Alexandre s'approcha doucement de sa fille. S'agenouillant à sa hauteur avec cette tendresse qu'il avait apprise auprès de Sophie. Lucie se jeta dans ses bras, et il sentit ses petites mains trembler contre sa chemise. Dans cette étreinte, il comprit qu'il avait failli à son devoir le plus sacré, protéger son enfant. « Papa », murmura-t-elle, et dans ce mot, Alexandre entendit tant de choses, le soulagement, la peur, mais aussi une confiance qu'il ne méritait plus vraiment. « Je suis là, ma puce. » Papa est là. Derrière eux, Céline tentait de reprendre contenance. Ses talents de comédienne, cultivés dans les salons parisiens, reprenaient le dessus. « Alexandre, tu ne comprends pas. Lucie a encore fait une crise. Elle refuse d'obéir aux règles de la maison. J'essayais simplement de... » « De quoi ?» l'interrompit-il sans se retourner, continuant de bercer sa fille, d'arracher de force les photos de sa mère. De la menacer. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les aveux. Alexandre se redressa, portant Lucie dans ses bras comme il le faisait quand elle était plus petite. L'enfant enfouit son visage contre l'épaule de son père, et il sentit l'humidité de ses larmes à travers le tissu de sa chemise. « Nous allons descendre au salon », déclara-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. « Et tu vas m'expliquer depuis combien de temps cela dure ?» Céline le suivit en silence, ses talons claquant nerveusement sur le parquet ciré. Une fois dans le grand salon aux meubles Louis XVI, Alexandre installa Lucie sur le canapé de velours bleu, l'enveloppant dans un plaid de cachemire. Il récupéra le cadre photo que Céline avait lâché et le remit délicatement entre les mains de sa fille. « Lucie, ma chérie, je veux que tu me racontes tout. Avec tes mots,
Prends ton temps. Ce qui sortit de la bouche de cet enfant de 8 ans bouleversa Alexandre bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Lucie lui raconta, avec la simplicité cruelle de l'enfance, les interdictions quotidiennes, les punitions pour chaque mention de sa mère, les heures passées enfermées dans sa chambre quand elle osait pleurer en regardant leurs photos. Elle décrivit les repas où Céline la privait de dessert si elle n'appelait pas « maman ». Les vêtements de Sophie cachés au grenier, les bijoux que sa mère lui avait légués et qui avaient mystérieusement disparu. Elle dit que maman ne reviendra jamais et que je dois oublier, murmura Lucie, ses petits doigts caressant le verre du cadre photo. Mais moi, je ne veux pas oublier maman. Elle sentait bon les fleurs et elle me chantait des chansons le soir. Chaque mot était un coup de poignard pour Alexandre. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment ses voyages d'affaires, ses réunions, sa course perpétuelle vers plus de succès avaient-ils pu lui faire rater l'essentiel? Il se souvenait maintenant de tous ces signes qu'il avait ignorés. Lucie qui était devenue plus silencieuse, qui ne parlait plus jamais de sa mère, qui semblait marcher sur des œufs en présence de Céline. « C'est faux !» explosa soudain Céline, sa façade de femme du monde s'effritant complètement. « Cette enfant est une manipulatrice. » Elle invente tout pour se rendre intéressante. « Alexandre, tu ne vas quand même pas croire ces histoires. » Mais Alexandre ne le écoutait plus. Il observait sa fille, cette petite être fragile qui lui ressemblait tant avec ses cheveux blonds et ses yeux verts, et il voyait maintenant ce qu'il avait refusé de voir, les cernes sous ses yeux, la façon dont elle sursautait au moindre bruit. Ses épaules perpétuellement rentrées, comme si elle s'attendait constamment à recevoir un coup. « Lucie, » dit-il doucement, « montre-moi tes bras. » L'enfant hésita, jetant un regard craintif vers Céline. Alexandre répéta sa demande avec plus de fermeté. Lentement, Lucie remonta les manches de son pull. Alexandre découvrit alors de petites marques rondes sur ses avant-bras, des traces qui ressemblaient à des pincements répétés. « Comment t'es-tu fait ça ?» « Ma puce ?» Lucie baissa les yeux, n'osant plus regarder ni son père ni sa belle-mère. « Quand je ne mange pas assez vite ou quand je dis un mot sur maman. » Alexandre sentit une rage froide l'envahir, mais il parvint à garder son calme. Il avait appris dans le monde des affaires que la colère était mauvaise conseillère. Il se tourna vers Céline, qui avait pâli de plusieurs tons.
tes affaires. Fais tes valises, maintenant. Tu ne peux pas être sérieux, Alexandre. Tu vas croire une enfant de 8 ans contre ta propre épouse? Je me suis occupé de cette maison, de tes relations sociales. J'ai organisé ta vie. Et pendant que tu organisais ma vie, tu torturais ma fille. Ces mots claquèrent dans l'air comme un fouet. Céline recula, comprenant enfin que le terrain était en train de se dérober sous ses pieds. Ce ne sont que des corrections éducatives. Cet enfant a besoin de limites. Sa mère l'a trop gâté. Elle ne connaît pas la discipline. Ne parle plus jamais de Sophie. La voix d'Alexandre était devenue dangereusement calme. Céline, habituée à ses emportements dans les affaires, fut déstabilisée par cette maîtrise glaciale. Alexandre réfléchit. Nous sommes mariés. J'ai des droits. Tu ne peux pas me chasser comme une domestique. Je ne te chasse pas. Je te demande de partir. Pour le moment. Le temps que je comprenne l'ampleur de ce qui s'est passé dans ma propre maison. Céline comprit alors qu'elle était en train de perdre la partie. Son regard se durcit et Alexandre vit apparaître la vraie Céline, celle qui se cachait derrière le vernis social. Tu le regretteras, Alexandre Dubois. Tu crois que tu peux te débarrasser de moi si facilement? J'ai mes propres ressources, mes propres appuis. Cette histoire n'est pas terminée. Sur ces mots, elle quitta le salon dans un claquement de talons, laissant derrière elle un parfum de menace. Alexandre entendit ses pas résonner dans l'escalier, puis le bruit des tiroirs qu'on ouvre et ferme brutalement. Il serra sa fille contre lui, sentant qu'un nouveau chapitre de leur vie venait de commencer. Une heure plus tard, Céline descendit avec 2 valises de luxe. Elle s'arrêta dans l'encadrement du salon, superbe et venimeuse dans son tailleur Chanel. Je vais chez ma sœur pour ce soir. Mais demain, Alexandre, demain tu entendras parler de mes avocats. Cette petite peste t'a monté contre moi. Mais je ne me laisserai pas faire. Alexandre ne répondit pas. Il se contenta de la regarder partir, tenant Lucie endormie dans ses bras. Quand la porte d'entrée claqua, il sentit pour la première fois depuis des mois qu'il respirait librement dans sa propre maison. Mais il savait que ce haine était que le début.
Céline ne partirait pas sans se battre, et cette bataille allait révéler des aspects de sa personnalité qu'il n'imaginait même pas. En caressant les cheveux blonds de sa fille, Alexandre prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Plus jamais, il ne laisserait quiconque faire du mal à son enfant. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avant l'aube, ses pensées déjà en ébullition. Il avait passé la nuit à veiller sur Lucie. Installé dans un fauteuil près de son lit, incapable de fermer l'œil. Chaque fois qu'il fermait les paupières, il revoyait les marques sur les bras de sa fille, entendait les mots cruels de Céline et une culpabilité dévorante lui rongeait les entrailles. Vers 6 heures, il descendit silencieusement à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'époque de Sophie, quand leur famille était encore intacte et heureuse. En fouillant dans les placards, il retrouva la vieille boîte en fer blanc où Sophie rangeait ses recettes manuscrites. Ses doigts tremblèrent en soulevant le couvercle. L'écriture fine et élégante de sa première épouse étalait devant lui comme un message d'outre-tombe. Crêpe du dimanche pour ma petite Lucie, lut-il sur une carte jaunie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Comment avait-il pu permettre que cette mémoire soit profanée? Comment avait-il laissé Céline effacer peu à peu toute trace de Sophie de leur maison? Il était en train de battre la pâte quand le téléphone sonna. 7 heures du matin. Qui pouvait appeler si tôt? En décrochant, il reconnut la voix de maître Laurent Beaumont, l'avocat de Céline, un homme qu'il connaissait des cercles mondains parisiens. « Alexandre, mon cher ami, j'espère que je ne vous réveille pas ?» Le ton était faussement jovial. Et Alexandre perçut immédiatement la menace sous-jacente. « Que voulez-vous, Laurent ?» Céline m'a raconté ce petit malentendu d'hier soir. Évidemment, elle est bouleversée. Une séparation précipitée peut avoir des conséquences très fâcheuses, vous le savez. Sur le plan financier, bien sûr, mais aussi médiatique. Alexandre serra les dents. Il connaissait cette méthode, la pression psychologique avant l'attaque frontale. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le clairement. Oh, très bien. Céline souhaite revenir à la maison dès aujourd'hui. Elle est prête à pardonner votre emportement d'hier, à condition que vous reconnaissiez vos torts et que vous présentiez des excuses publiques pour l'avoir chassée comme une vulgaire domestique. Alexandre éclata d'un rire sans joie. Laurent,
Transmettez à votre cliente que si elle s'approche de ma fille, je la fais arrêter pour violence sur mineur. Moi, Alexandre, vous savez comme moi qu'il n'y a aucune preuve de ces accusations fantaisistes. Les témoignages d'enfants sont notoirement peu fiables devant un tribunal. En revanche, chasser son épouse du domicile conjugal sans raison valable. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alexandre raccrocha. Mais il savait que ce N était que le début. Céline allait jouer toutes ses cartes, et elle en avait beaucoup. Son père était un influent avocat d'affaires. Sa famille gravitait dans les hautes sphères de la société parisienne, et elle avait tissé au fil des années un réseau impressionnant de relations. Vers 8 heures, Lucie descendit, encore en pyjama, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. En sentant l'odeur des crêpes, son visage s'illumina pour la première fois depuis longtemps. « Papa, tu fais les crêpes de maman. » Elle se jeta dans ses bras. Et Alexandre sentit son cœur se serrer. Cette joie simple, spontanée, lui rappelait la petite fille insouciante qu'était Lucie avant l'arrivée de Céline. « J'ai retrouvé la recette de maman. Tu te souviens comment elle les faisait ?» Lucie hocha vigoureusement la tête, ses yeux brillants de bonheur. Elle mettait de la confiture de fraises et elle dessinait un cœur avec le sucre glace. Pendant qu'ils petit déjeunaient ensemble, Alexandre observa sa fille avec une attention nouvelle. Il remarqua qu'elle mangeait lentement, regardant régulièrement vers la porte comme si elle s'attendait à voir apparaître Céline. Ses gestes étaient encore empreints de cette méfiance qu'elle avait développée ces derniers mois. « Papa, » murmura-t-elle soudain, « Céline ne va plus jamais revenir. » La question, posée avec tant d'espoir et de crainte mélangées, brisa le cœur d'Alexandre. « Non, ma puce. » Elle ne te fera plus jamais de mal. Mais même en prononçant ces mots, il savait que la réalité serait plus complexe. Céline était légalement son épouse, et elle avait des droits. Il allait devoir se battre, et cette bataille risquait d'être longue et difficile. Vers 10 heures, on sonna à la porte. Alexandre alla ouvrir et se trouva face à Marguerite Vidal, l'ancienne gouvernante de Lucie qu'il avait été contraint de renvoyer 6 mois plus tôt sur l'insistance de Céline.
Marguerite, une femme d'une soixantaine d'années au visage bienveillant, semblait émue et déterminée. « Monsieur Dubois, j'ai appris par les domestiques ce qui s'est passé hier. Il faut que je vous parle. » Alexandre l'invita à entrer, intrigué. Marguerite avait travaillé pour eux depuis la naissance de Lucie et elle avait été comme une grand-mère pour l'enfant. Son renvoi avait été l'une des nombreuses décisions que Céline avait imposées progressivement. « Monsieur, j'aurais dû vous parler plus tôt, mais Madame Céline m'avait fait promettre. Elle m'avait dit que si je parlais, elle s'arrangerait pour que je ne retrouve jamais de travail à Paris. » Alexandre sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce qu'elle vous avait fait promettre, Marguerite ? » ?»« De ne jamais vous dire ce que je voyais quand vous étiez en voyage. Les punitions qu'elle infligeait à mademoiselle Lucie, la façon dont elle lui interdisait de parler de sa maman. » Comment elle avait fait disparaître toutes les affaires de Madame Sophie. Les révélations de Marguerite furent encore plus accablantes que ce qu'Alexandre avait imaginé. Céline avait mis en place un véritable système de terreur psychologique. Elle avait fait brûler les lettres que Sophie avait écrites pour Lucie, détruit ses dessins d'enfants, donné ses vêtements à des œuvres de charité. Plus grave encore, elle avait menacé Lucie de l'envoyer en pension si elle continuait à pleurer en pensant à sa mère. « Et il y a autre chose, monsieur » ajouta Marguerite en sortant une enveloppe de son sac. « Madame Sophie m'avait confié ceci peu avant avant qu'elle nous quitte. Elle m'avait dit de le donner à mademoiselle Lucie quand elle serait assez grande pour comprendre, ou à vous si quelque chose d'inquiétant se passait. » Alexandre prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle portait son nom écrit de la main de Sophie et ces simples mots « Pour protéger notre fille ». À l'intérieur, il trouva une lettre de plusieurs pages et un petit carnet relié de cuir rouge. La lettre de Sophie lui coupa le souffle. Pressentant sa fin prochaine, elle avait consigné tous ses souhaits pour l'éducation de Lucie, ses craintes concernant l'avenir et surtout une mise en garde prophétique. « Alexandre, mon amour, si tu te remaries un jour, » Promets-moi de ne jamais laisser quelqu'un effacer ma mémoire de la vie de notre fille. Elle a le droit de savoir qui était sa mère, de connaître mes histoires, mes chansons, mes rêves pour elle. Ne laisse personne lui voler son héritage émotionnel. Le carnet était encore plus bouleversant.
Sophie y avait noté tous les petits rituels qu'elle partageait avec Lucie, les contes qu'elle inventait, les chansons qu'elle lui chantait, les jeux qu'elles avaient créés ensemble. Ça, c'était un guide complet pour perpétuer leur lien mère-fille au-delà de la disparition. Alexandre s'effondra dans son fauteuil, submergé par l'émotion. Sophie avait tout prévu, tout anticipé. Elle avait même deviné qu'il pourrait se laisser aveugler par une nouvelle épouse et négliger la mémoire qu'elle voulait laisser à leur fille. « Marguerite, dit-il d'une voix brisée, accepteriez-vous de revenir travailler pour nous? Lucie a besoin de vous, et moi. » « J'ai besoin de quelqu'un qui se souvienne de Sophie. » Le visage de la gouvernante s'illumina. « Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Cette petite a assez souffert. » Vers midi, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, était Philippe Moreau, le père de Céline, un homme dont l'influence dans les milieux judiciaires parisiens était légendaire. « Alexandre, nous devons parler. Ma fille traverse une période difficile. » Et je pense que nous pouvons arranger les choses à l'amiable. La voix était mielleuse, mais Alexandre y décela une menace à peine voilée. « Monsieur Moreau, votre fille a maltraité ma fille. Il n'y a rien à arranger. Alexandre, vous connaissez ma réputation. Je peux vous compliquer considérablement la vie si vous persistez dans cette voie. Céline est fragile. Elle a peut-être commis quelques erreurs d'éducation. » Mais de là à parler de maltraitance. Les marques sur les bras de ma fille parlent d'elles-mêmes. Des marques qui peuvent avoir 1000 explications. En revanche, chasser son épouse du domicile conjugal, l'exposer publiquement, cela peut avoir des conséquences dramatiques sur votre réputation d'homme d'affaires. Alexandre raccrocha. Mais il savait que la guerre était déclarée. La famille Moreau allait utiliser tous ses moyens pour contraindre Céline à revenir. Et il n'hésiterait non pas à salir sa réputation si nécessaire. L'après-midi se passa dans un calme relatif. Alexandre annula tous ses rendez-vous pour passer du temps avec Lucie. Ils regardèrent ensemble les photos de Sophie, lurent ses histoires, écoutèrent les chansons qu'elle avait enregistrées pour sa fille. Peu à peu, Lucie retrouvait des couleurs, comme une fleur qui se réhydrate après une longue sécheresse. Mais vers 18 heures,
Leur tranquillité fut interrompue par l'arrivée d'un huissier. L'homme, embarrassé, tendit à Alexandre une assignation en référé. Céline attaquait en justice pour réintégrer le domicile conjugal et réclamait des dommages et intérêts pour expulsion abusive et humiliation publique. En lisant le document, Alexandre comprit que Céline avait décidé de jouer le tout pour le tout. Elle l'accusait de violence psychologique, de manipulation de l'enfant contre elle, et réclamait non seulement de revenir à la maison, mais aussi la garde partagée de Lucie. Cette nuit-là, en bordant sa fille, Alexandre lui promit silencieusement que jamais il ne la laisserait retomber entre les griffes de Céline. Mais il savait que la bataille qui l'attendait serait la plus difficile de sa vie et que ses adversaires ne reculeraient devant rien pour obtenir gain de cause. 3 semaines étaient écoulées depuis le départ de Céline. Et l'audience en référé approchait. Alexandre avait engagé maître Marie-Claire Rousseau, l'une des meilleures avocates spécialisées en droit de la famille de Paris. Femme de 50 ans au regard acéré et à la réputation irréprochable, elle avait immédiatement compris les enjeux de l'affaire. « Monsieur Dubois », lui avait-elle dit lors de leur première rencontre, « nous avons des éléments solides, mais votre épouse a de puissants appuis. » Il nous faut des preuves irréfutables, pas seulement des témoignages. Ce matin-là, Alexandre était dans son bureau, relisant pour la 100e fois le dossier préparé par son avocate, quand Marguerite frappa à la porte. La gouvernante semblait agitée, tenant dans ses mains une petite boîte métallique. « Monsieur, j'ai trouvé ceci dans l'ancien bureau de mademoiselle Lucie, celui que madame Céline lui avait interdit d'utiliser. » C était caché derrière les livres. Alexandre ouvrit la boîte et découvrit un petit dictaphone numérique, de ceux qu'il utilisait parfois pour enregistrer ses notes de travail. En appuyant sur le bouton de lecture, il entendit d'abord la voix claire de Lucie. « Maman, je t'enregistre mes secrets comme tu me l'avais appris. Céline ne sait pas que j'ai pris le dictaphone de papa. » Ce qui suivit glaça le sang d'Alexandre. Sa fille de 8 ans avait enregistré « Jour après jour, les humiliations qu'elle subissait. Sa voix enfantine relatait avec une précision déchirante les punitions, les interdictions, les méchancetés de Céline. Mais surtout, le dictaphone avait capté des conversations entre Céline et une certaine tante Sylvie, qui venait parfois à la maison.
Dans l'un de ces enregistrements, Alexandre entendit distinctement la voix de Céline. Cette gamine me tape sur les nerfs avec ses pleurnicheries constantes sur sa mère disparue. Mais ne t'inquiète pas, Sylvie, j'ai mes méthodes. Bientôt, elle aura complètement oublié cette sainte nitouche de Sophie, et quand Alexandre me donnera un enfant à moi, cette petite peste sera envoyée en pension bien loin d'ici. La voix de Sylvie, que Alexandre reconnut comme étant Sylvie Moreau, la sœur de Céline, répondit « Tu es sûr que ça va marcher ?» Alexandre semble attaché à sa fille. Alexandre ne voit rien, il est trop occupé par ses affaires. Et puis, j'ai mes propres plans pour m'assurer qu'il reste docile. Cette fortune me revient de droit, Sylvie. J'ai assez attendu. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il continua de écouter, de plus en plus horrifié. Dans un autre enregistrement, daté de seulement 2 semaines plus tôt, Céline parlait au téléphone avec quelqu'un d'autre. Non, je n'aime pas cette gamine. Et alors, elle me rappelle constamment cette Sophie parfaite que tout le monde vénère. Mais j'ai été maligne. J'ai fait disparaître toutes ses affaires personnelles progressivement. Bientôt, il ne restera plus rien d'elle dans cette maison. Puis, la voix inconnue demandait « Et si Alexandre découvre tout ?» Il ne découvrira rien. Et même s'il découvrait, il est trop faible pour me quitter. Les hommes comme lui ont besoin d'une femme forte à côté d'eux. Et puis, j'ai pris mes précautions. Ce contrat de mariage que j'ai fait signer, mes relations familiales, il ne peut rien contre moi. Alexandre dut s'asseoir, la tête lui tournant. Il venait de comprendre qu'il avait épousé une manipulatrice psychopathe qui avait planifié froidement de détruire la mémoire de Sophie et de faire souffrir sa fille. Mais le pire était à venir. Dans le dernier enregistrement, daté de la veille de sa découverte, Lucie avait capté une conversation téléphonique de Céline d'une gravité extrême. Docteur Beaumont, c'est Céline Dubois. Oui, pour les somnifères. Non, pas pour moi. Pour la petite. Je sais que c'est inhabituel, mais elle fait des cauchemars terribles et réveille toute la maison. Augmentez la dose. Elle ne dort pas assez. Alexandre se figea.
Céline droguait sa fille. C'était pour cela que Lucie semblait si apathique ces derniers temps qu'elle avait du mal à se concentrer à l'école. Il se rua vers l'armoire à pharmacie de la salle de bain de Lucie et découvrit un flacon de somnifère prescrit au nom de l'enfant, mais dont la posologie avait été manifestement trafiquée. Le téléphone sonna. C était maître Rousseau. « Monsieur Dubois, j'ai une nouvelle importante. » J'ai réussi à obtenir le témoignage de l'ancienne femme de ménage de votre épouse, celle qui travaillait chez elle avant votre mariage. Cette femme m'a révélé des informations très troublantes sur le passé de Madame Dubois. Alexandre écouta, abasourdi, le récit de l'avocate. Madame Fernandez, l'ancienne employée de Céline, avait révélé que sa patronne avait eu la garde de la fille de son ex-compagnon pendant 2 ans. L'enfant, traumatisé par les méthodes éducatives de Céline, avait développé des troubles psychologiques si graves qu'elle avait été retirée de sa garde par les services sociaux. Il y a eu une enquête à l'aile époque, continua maître Rousseau, mais la famille Moreau a réussi à étouffer l'affaire. Cependant, j'ai retrouvé le psychologue qui avait suivi l'enfant. Il accepte de témoigner. Alexandre raccrocha et appela immédiatement le docteur Martin, le pédiatre de Lucie. Pour lui faire part de sa découverte concernant les somnifères. Le médecin, inquiet, demanda à voir l'enfant immédiatement. L'examen médical révéla que Lucie avait effectivement été droguée de manière régulière. Des analyses sanguines confirmèrent la présence de doses importantes de somnifères dans son organisme. Le docteur Martin était formel. Ces doses, administrées à une enfant de 8 ans, pouvaient avoir des conséquences graves sur son développement. « Monsieur Dubois, » dit le médecin d'un ton grave, « nous devons immédiatement signaler cette affaire aux autorités compétentes. Ce que vous me décrivez constitue un empoisonnement d'enfant. » Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. En fin d'après-midi, alors qu'Alexandre réfléchissait à la meilleure stratégie à adopter, Marguerite entra précipitamment dans son bureau. « Monsieur, il y a une dame qui demande à vous voir. » Elle dit qu'elle a des informations importantes sur Madame Céline. Elle semble très agitée. La femme qui entra était élégante, la quarantaine, avec des cheveux châtains et des yeux inquiets. Elle se présenta comme Isabelle Durand, une ancienne amie de Céline. « Monsieur Dubois, je me suis longtemps demandé si je devais parler, mais après ce que j'ai entendu hier chez les Moreau,
Il faut que vous sachiez la vérité sur votre épouse. » Ce qu'Isabelle révéla dépassait tout ce qu'Alexandre avait pu imaginer. Céline avait un lourd passé psychiatrique, soigneusement dissimulé par sa famille. Elle avait été internée à 2 reprises pour troubles de la personnalité et tendances manipulatrices. Plus grave encore, elle avait eu recours à un faux psychologue pour obtenir de faux certificats de santé mentale lors de son mariage avec Alexandre. Elle m'avait confié, continua Isabelle d'une voix tremblante, qu'elle vous avait épousé uniquement pour votre fortune. Elle disait que vous étiez faible, que votre chagrin après la perte de votre première épouse vous rendait facilement manipulable. Elle avait même planifié de faire disparaître, de vous séparer de votre fille, en la faisant passer pour déséquilibrée. Alexandre sentit ses jambes se dérober. Il s'agrippa à son bureau pour ne pas tomber. Mais il y a pire, reprit Isabelle. Hier, j'y étais chez sa sœur Sylvie quand Céline est arrivée. Elle était dans un état de rage épouvantable. Elle a dit qu'elle allait vous détruire financièrement et socialement, que vous regretteriez de l'avoir humiliée. Et pour votre fille, Isabelle s'interrompit, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Insista Alexandre. Elle a dit que si elle ne pouvait pas récupérer sa place dans votre maison, elle s'arrangerait pour que vous perdiez votre fille d'une manière ou d'une autre. Elle a parlé d'un plan pour faire croire que Lucie était en danger avec vous, qu'elle préparait de fausses preuves. Alexandre comprit immédiatement. Céline s'apprêtait à l'accuser de maltraitance sur sa propre fille, retournant la situation à son avantage. Avec ses relations et son influence, elle pourrait facilement faire croire qu'il était un père indigne. Il fallait agir vite. Alexandre appela immédiatement Maître Rousseau et lui fit part de toutes ces révélations. L'avocate, après avoir écouté les enregistrements et rencontré Isabelle, fut formelle. « Monsieur Dubois, nous avons maintenant assez d'éléments pour non seulement gagner en référé, mais aussi pour déposer une plainte contre votre épouse. Ces enregistrements sont accablants, et avec les témoignages que nous avons réunis, nous pouvons prouver qu'elle a mis la vie de votre fille en danger. » Mais Céline ne comptait pas se laisser faire. Le soir même, elle débarqua chez Alexandre avec 2 policiers, prétendant qu'on l'empêchait illégalement d'accéder à son domicile conjugal et que sa belle-fille était en danger. « Monsieur Dubois, dit l'un des agents,
Votre épouse porte plainte pour séquestration et nous demande de vérifier l'état de santé de l'enfant. » Alexandre garda son calme et invita les policiers à entrer. Il leur présenta immédiatement tous les documents médicaux prouvant l'empoisonnement de Lucie, les enregistrements audio et les témoignages qu'il avait réunis. Les agents, après avoir écouté les preuves et interrogé Lucie, changèrent complètement d'attitude. « Madame, » dit l'un d'eux à Céline. Nous allons devoir vous demander de nous suivre pour quelques questions complémentaires. Céline comprit qu'elle venait de perdre la partie. Son masque tomba définitivement, et Alexandre vit apparaître le vrai visage de la femme qu'il avait épousée. Celui d'une manipulatrice froide et calculatrice, prête à tout pour parvenir à ses fins. « Tu le regretteras, Alexandre Dubois », cria-t-elle en étant emmenée par les policiers. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Ma famille ne laissera pas passer ça. Mais cette fois, Alexandre n'avait plus peur. Il tenait enfin la vérité, et il était déterminé à protéger sa fille coûte que coûte. La bataille judiciaire qui s'annonçait serait rude, mais il savait désormais qu'il avait toutes les cartes en main pour gagner. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Céline furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Alexandre. D'un côté, il ressentait un immense soulagement de voir sa fille enfin libérée de l'emprise de sa belle-mère. De l'autre, la culpabilité de ne pas avoir su protéger Lucie plus tôt le rongeait jour et nuit. L'affaire avait fait grand bruit dans les médias parisiens. Les journaux à scandale, étaient emparés de l'histoire de ce magnate des affaires dont elle, épouse, était accusée d'avoir empoisonné sa belle-fille. Mais contrairement à ce qu'Alexandre redoutait, la presse avait majoritairement pris son parti, présentant Lucie comme une victime innocente et lui-même comme un père qui avait eu le courage de protéger son enfant. L'enquête judiciaire avançait rapidement. Maître Rousseau avait réussi à obtenir la perquisition de l'appartement que Céline occupait chez sa sœur, et les découvertes avaient été accablantes. Les enquêteurs avaient trouvé des fioles de somnifères en surdose, des carnets où Céline avait noté avec une froideur glaçante ses méthodes éducatives pour Lucie, et même des photos de l'enfant prises à son insu dans des moments de détresse. Le plus troublant était un dossier complet que Céline avait constitué sur la famille d'Alexandre, avec des photos, des informations financières
et même un plan détaillé pour s'emparer progressivement de sa fortune. Elle avait tout calculé, tout prémédité depuis leur première rencontre. Elle vous a choisi comme proie dès le début, avait expliqué le commissaire chargé de l'enquête à Alexandre. Votre veuvage récent, votre vulnérabilité émotionnelle, votre fortune, tout en faisait un target parfait pour elle. Lucie, quant à elle, vivait sa libération avec un mélange de joie et de confusion. Les effets des somnifères s'estompaient progressivement, et la fillette retrouvait peu à peu sa vivacité naturelle. Mais elle était aussi en proie à des cauchemars et à des crises d'angoisse qui nécessitaient un suivi psychologique intensif. Le docteur Sophie Lemoine, la thérapeute pour enfants recommandée par le pédiatre de Lucie, était une femme douce et compétente qui avait immédiatement établi un lien de confiance avec la fillette. Lucie a subi un traumatisme psychologique sévère, expliqua-t-elle à Alexandre lors d'une séance. Mais elle a une résilience remarquable. Sans doute héritée de l'amour que sa mère lui a donné dans ses premières années. Avec du temps et de la patience, elle s'en remettra complètement. Les thérapies étaient parfois difficiles. Lucie devait réapprendre à exprimer ses émotions librement, à faire confiance aux adultes, à se sentir en sécurité dans sa propre maison. Alexandre assistait à certaines séances, et c'est là qu'il prit conscience de l'ampleur des dégâts causés par Céline. « Papa, dit un jour Lucie pendant une séance, pourquoi tu ne m'as pas cru quand j'essayais de te dire que Céline était méchante avec moi ?» La question, posée avec la candeur brutale de l'enfance, frappa Alexandre comme un coup de poing. Il réalisa qu'à plusieurs reprises, Lucie avait tenté de lui faire comprendre ce qu'elle vivait, mais qu'il avait attribué ses comportements à des caprices d'enfant ou à la difficulté de s'adapter à sa nouvelle belle-mère. « Parce que papa a fait une grosse erreur, ma puce, » répondit-il, les larmes aux yeux. J était tellement triste après la disparition de maman que je ne voyais plus très bien. Mais maintenant, je promets de toujours t'écouter et de te croire. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Alexandre commença à prendre des congés plus fréquents, à déléguer davantage à son bureau pour passer du temps avec sa fille.
Ils établirent un rituel quotidien. Chaque soir, avant le coucher, Lucie pouvait lui raconter tout ce qu'elle avait vécu dans la journée, et Alexandre s'engageait à l'écouter sans jamais la juger. Progressivement, la maison retrouva une atmosphère de paix. Marguerite, revenue définitivement, apportait sa bienveillance et sa stabilité. Elle avait entrepris de remettre en place tous les souvenirs de Sophie que Céline avait fait disparaître. Les photos de la mère de Lucie retrouvèrent leur place sur les tables et les murs. Ses livres regagnèrent la bibliothèque et ses bijoux furent rendus à sa fille. Un jour, en fouillant le grenier, Marguerite découvrit une malle que Céline avait cachée derrière d'anciens meubles. À l'intérieur, Alexandre et Lucie trouvèrent tous les trésors que Sophie avait laissés à sa fille, ses robes préférées soigneusement pliées, ses parfums, ses carnets de recettes. Et même une série de lettres qu'elle avait écrites pour chaque anniversaire de Lucie jusqu'à ses 18 ans. « Maman savait qu'elle allait partir », murmura Lucie en caressant l'une des robes de Sophie, « mais elle a préparé des cadeaux pour que je ne l'oublie jamais. » Cette découverte fut un moment de guérison profonde, loin d'attiser la tristesse. Ces retrouvailles avec la mémoire de Sophie apportèrent à Lucie un sentiment de continuité et d'amour qui l'aida considérablement dans son processus de reconstruction. L'affaire judiciaire, pendant ce temps, suivait son cours. Céline avait été mise en examen pour violence volontaire sur mineur, administration de substances nuisibles et menaces. Sa famille, malgré son influence, ne parvenait plus à contenir le scandale. Philippe Moreau, son père, avait même été contraint de se retirer temporairement de ses fonctions d'avocat, tant l'affaire ternissait sa réputation. Céline, incarcérée en attente de son procès, multipliait les déclarations contradictoires. Tantôt elle niait tout en bloc, tantôt elle tentait de retourner la situation en se présentant comme une victime de la manipulation d'Alexandre. Mais face aux preuves accumulées, les enregistrements, les témoignages, les expertises médicales, sa défense s'effritait jour après jour. Maître Rousseau tenait Alexandre régulièrement informé des développements de l'affaire. Son avocat essaie de plaider l'irresponsabilité pour troubles psychiatriques, expliqua-t-elle, mais les expertises montrent qu'elle était parfaitement consciente de ses actes. De plus,
La préméditation est évidente au vu des carnets et des préparatifs qu'elle avait faits. Alexandre ne ressentait plus de colère envers Céline, seulement une immense lassitude et le désir que cette période sombre de leur vie se termine définitivement. Il avait demandé à son avocate de se concentrer sur l'obtention d'une interdiction formelle pour Céline d'approcher Lucie plutôt que sur des sanctions pénales maximales. « Je ne veux pas de vengeance », avait-il déclaré. Je veux juste la paix pour ma fille, et la garantie que cette femme ne pourra plus jamais nous faire du mal. Un événement marquant eut lieu 3 mois après l'arrestation de Céline. Lucie demanda à son père si elle pouvait organiser une petite fête pour l'anniversaire de sa mère disparue. Sophie aurait eu 38 ans ce jour-là. Alexandre accepta immédiatement, touché par cette initiative. Ils préparèrent ensemble le gâteau préféré de Sophie, une tarte aux fraises, et installèrent une petite table dans le jardin, près du rosier que Sophie avait planté quand Lucie était bébé. Lucie avait écrit une lettre à sa mère, qu'elle lut à voix haute devant son père et Marguerite. « Chère maman, commença-t-elle, je voulais te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand Céline m'interdisait de parler de toi. Papa et moi, on a retrouvé toutes tes affaires. Et maintenant je peux à nouveau sentir ton parfum et porter tes bijoux. Je grandis bien, comme tu l'aurais voulu. Et papa prend soin de moi, il a appris à faire tes recettes de cuisine. » Alexandre pleura en écoutant sa fille, mais ces étaient des larmes de soulagement et d'espoir. Pour la première fois depuis la disparition de Sophie, il sentait que la mémoire de sa première épouse était honorée sans tristesse excessive. Qu'elle faisait partie intégrante de leur nouvelle vie sans l'empêcher d'avancer. Ce soir-là, en bordant Lucie, Alexandre lui demanda comment elle se sentait. « Je me sens libre, papa », répondit-elle simplement. « Libre de t'aimer, d'aimer maman même si elle n'est plus là, et libre de ne plus avoir peur. » Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit d'Alexandre. Sa fille avait trouvé les mots justes pour décrire ce qu'ils vivaient tous les deux, une libération. Libération de la peur, de la manipulation, du mensonge. Ils pouvaient enfin construire leur bonheur sur des bases saines, dans le respect de leur passé et l'espoir de leur avenir. Le lendemain, Alexandre prit une décision importante. Il convoqua son conseil d'administration et annonça qu'il allait réorganiser sa vie professionnelle pour passer plus de temps avec sa fille.
Il nomma un directeur général de confiance pour superviser les opérations quotidiennes. Tout en gardant les décisions stratégiques importantes. « Messieurs, déclara-t-il devant ses associés, j'ai failli perdre ce qui comptait le plus au monde par négligence. Je ne referai jamais cette erreur. La réussite professionnelle n'a de sens que si elle s'accompagne de réussite humaine. » Cette décision fut accueillie avec surprise, mais aussi avec respect par son entourage professionnel. Beaucoup admirèrent le courage qu'il avait fallu à Alexandre pour faire passer sa famille avant les affaires, dans un milieu où la réussite financière était souvent la seule mesure de valeur. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Céline et la vie d'Alexandre et Lucie avait pris une nouvelle direction, plus sereine et plus authentique. Le procès S était finalement tenu au printemps précédent. Et Céline avait été condamnée à 3 ans de prison ferme pour violence sur mineurs et administration de substances toxiques. Elle avait également fait l'objet d'une interdiction définitive d'approcher Lucie et Alexandre. La famille Moreau, discréditée par l'affaire, avait perdu une grande partie de son influence dans les cercles parisiens. Philippe Moreau avait été radié du barreau pour avoir tenté de faire obstruction à l'enquête en cachant les antécédents psychiatriques de sa fille. Quant à Sylvie Moreau, complice passive des agissements de sa sœur, elle avait été condamnée à une peine avec sursis et à l'interdiction d'exercer toute profession en contact avec des enfants. Alexandre n'avait ressenti aucune satisfaction à l'annonce de ces condamnations. Sa seule préoccupation était désormais le bonheur et l'épanouissement de sa fille. Et de ce côté-là, les progrès étaient remarquables. Lucie, maintenant âgée de 10 ans, était devenue une petite fille rayonnante, pleine de vie et de curiosité. Elle excellait à l'école, avait retrouvé sa confiance en elle, et surtout, elle avait développé une relation extraordinaire avec son père. Leurs moments ensemble étaient devenus précieux et naturels. Les devoirs partagés le soir,
Les week-ends passés à découvrir Paris à pied. Les vacances en Normandie sur les traces des souvenirs de Sophie. « Papa, dit-elle un matin en préparant son petit déjeuner. Tu te souviens quand tu me demandais toujours si j'allais bien et que je répondais toujours « oui », même quand c'était faux. » Alexandre leva les yeux de son journal, attentif. « Maintenant, quand tu me demandes si je vais bien et que je dis « oui », c'est vraiment vrai. » Ces mots simples touchèrent Alexandre au plus profond de son cœur. Il réalisa à quel point le chemin parcouru avait été long et difficile, mais aussi combien le résultat en valait la peine. La thérapie avec le docteur Lemoine touchait à sa fin. Lucie n'avait plus besoin de séances régulières, seulement de consultations de contrôle espacées. Lors de la dernière évaluation, la psychologue avait été formelle. Lucie est une petite fille parfaitement équilibrée. Elle a non seulement surmonté ses traumatismes, mais elle en a tiré une force et une maturité émotionnelle remarquables pour son âge. Au niveau professionnel, Alexandre avait trouvé un équilibre qui lui convenait parfaitement. Sa société continuait de prospérer sous la direction de son bras droit, tandis qu'il se concentrait sur les grandes orientations stratégiques. Cette nouvelle organisation lui permettait d'être présent pour tous les moments importants de la vie de Lucie. Ses spectacles de fin d'année, ses compétitions de natation, ses sorties scolaires. Il avait également développé une nouvelle passion, la philanthropie. Inspiré par son expérience personnelle, Alexandre avait créé une fondation dédiée à la protection de l'enfance et à l'aide aux familles en difficulté. La fondation Sophie et Lucie finançait des centres d'accueil pour enfants maltraités, des programmes de formation pour les professionnels de l'enfance et des campagnes de sensibilisation sur la violence domestique. « Je veux que l'histoire de Lucie serve à protéger d'autres enfants », avait-il expliqué lors du lancement de la fondation. Trop d'adultes ferment les yeux sur les signes de maltraitance. Il faut apprendre à écouter les enfants, à décoder leur silence. À comprendre leurs appels au secours. Un événement particulièrement émouvant avait marqué cette période de reconstruction. 1 an après le procès, Alexandre avait reçu une lettre inattendue. Elle venait d'Emma, l'ancienne belle-fille de Céline, celle qui avait été retirée de sa garde quelques années plus tôt. Maintenant adolescente de 15 ans, Emma avait suivi l'affaire dans les médias et souhaitait rencontrer Lucie.
Votre fille a eu le courage de parler, écrivait-elle. Moi, à l'époque, je n'ai pas réussi à me faire entendre. J'aimerais la remercier et lui dire qu'elle a sauvé d'autres enfants en révélant la vraie nature de Céline. Cette rencontre fut profondément touchante. Les deux filles, malgré leurs différences d'âge, se comprirent immédiatement. Emma raconta à Lucie comment elle avait, elle aussi, subi les manipulations de Céline, et comment elle avait réussi à s'en remettre grâce à l'aide de sa famille et de thérapeutes. « Tu as été plus courageuse que moi, » dit Emma à Lucie. « Tu as parlé à ton papa, et ça a tout changé. »« Mais toi aussi, tu étais courageuse, » répondit Lucie avec sa sagesse d'enfant. « Survivre, c'est déjà être courageuse. » Cette amitié inattendue apporta une dimension supplémentaire à la guérison de Lucie. Elle comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu cette épreuve. Et que son courage avait effectivement permis d'éviter que d'autres enfants subissent le même sort. Elle était de ses 10 ans, Lucie exprima un souhait qui surprit et émut Alexandre. « Papa, j'aimerais qu'on retourne en Normandie, à l'endroit où maman et moi on était sur la photo. Je voudrais lui parler. » Alexandre accepta immédiatement. Ils partirent tous les trois. Alexandre, Lucie et Marguerite, pour un week-end dans la petite station balnéaire où Sophie et Lucie avaient passé leurs dernières vacances ensemble. Sur la plage, face à la mer qui scintillait sous le soleil de juillet, Lucie s'assit sur le sable et commença à parler à sa mère disparue comme si elle était présente. « Maman, je voulais te dire que j'ai grandi. Je suis en CM2 maintenant, et j'ai de bonnes notes. Papa et moi, on va bien. » On se fait de bons petits plats avec tes recettes. On n'oublie pas tes histoires et tes chansons. Et tu sais quoi? J'aide papa à aider d'autres enfants qui ont des problèmes comme moi j'en ai eu. Céline ne peut plus nous faire de mal maintenant. Alexandre écoutait sa fille, les larmes aux yeux, comprenant qu'elle était en train de franchir une étape cruciale de son développement. Elle intégrait définitivement la mémoire de sa mère dans sa nouvelle vie. Sans nostalgie destructrice, mais avec amour et sérénité. « Et papa, » continua Lucie en se tournant vers lui, « maman me dit dans mes rêves qu'elle est fière de toi, qu'elle est contente que tu aies appris à faire ses crêpes et qu'elle trouve que tu es devenu un papa encore meilleur qu'avant. » Ces mots bouleversèrent Alexandre. Il s'agenouilla près de sa fille et la prit dans ses bras. « Tu sais, ma puce,
Maman m'a beaucoup appris sur l'amour et la famille. Et toi? Tu m'as appris le courage et la résilience. Ensemble, on forme une équipe formidable. Ce moment sur la plage marqua symboliquement la fin de leur reconstruction et le début d'une nouvelle phase de leur vie. Ils rentrèrent à Paris apaisés, plus soudés que jamais, prêts à affronter l'avenir avec confiance. L'année suivante apporta une surprise inattendue. Alexandre rencontra Claire. Une femme remarquable qui dirigeait une association d'aide aux victimes de violences domestiques. Leur rencontre eut lieu lors d'une conférence sur la protection de l'enfance organisée par la Fondation d'Alexandre. Claire était tout l'opposé de Céline, authentique, bienveillante et dotée d'une empathie naturelle. Elle avait elle-même été confrontée à des situations difficiles dans sa jeunesse. Ce qui lui donnait une compréhension profonde des traumatismes et une capacité remarquable à aider les autres à s'en remettre. Leur relation se développa lentement, naturellement, sans précipitation. Alexandre avait appris de ses erreurs passées et ne voulait plus jamais faire entrer quelqu'un dans leur vie sans être absolument certain de ses intentions et de sa bienveillance envers Lucie. Claire respecta parfaitement ce rythme. Elle passa des mois à apprendre à connaître Lucie sans jamais tenter de s'imposer comme une figure maternelle de substitution. Elle comprenait que la place de Sophie dans le cœur de la fillette était unique et devait être préservée. « Je ne veux pas remplacer ta maman », dit-elle un jour à Lucie. « Ta maman sera toujours ta maman. Moi, si tu le veux bien, » « J'aimerais juste être ton amie et prendre soin de toi et de ton papa. » Cette approche respectueuse et délicate conquit le cœur de Lucie, qui donna progressivement sa bénédiction à cette nouvelle relation. « Papa, » dit-elle un soir après avoir passé l'après-midi avec Claire, « je crois que maman aurait aimé Claire. Elle a les mêmes yeux gentils qu'elle. » Alexandre comprit que sa fille était prête à accueillir cette nouvelle présence dans leur vie. Leur histoire d'amour put alors s'épanouir librement, construite sur des bases saines et dans le respect de leur passé.
Aujourd'hui, 3 ans après leur première rencontre, Alexandre et Claire vivent ensemble dans la maison familiale avec Lucie et Marguerite. Leur foyer est empli de rires, de projets communs et d'un amour authentique qui n'efface rien du passé, mais enrichit le présent. Lucie, maintenant adolescente de 13 ans, est épanouie pleinement. Elle excelle dans ses études, pratique le piano comme sa mère le faisait, et s'engage déjà dans des actions bénévoles auprès d'enfants en difficulté. Elle a gardé de son épreuve une sensibilité particulière aux autres et une maturité émotionnelle rare. « Tu sais, papa, lui dit-elle récemment, je suis presque contente d'avoir vécu tout ça avec Céline. Ça m'a appris à reconnaître les vraies personnes gentilles des fausses. » Et ça m'a appris que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir si on a le courage de demander de l'aide. Ces paroles résument parfaitement le chemin parcouru par cette famille. De la manipulation et de la souffrance, ils ont su extraire des leçons de vie précieuses qui les rendent plus forts et plus heureux. Alexandre regarde souvent la photo de Sophie posée sur la cheminée du salon et il lui parle silencieusement. « Sophie, ma chérie. » Notre petite fille est devenue une jeune femme extraordinaire. Elle a ta beauté, ton intelligence et une force que j'admire chaque jour. Tu peux être fier d'elle et j'espère que tu es fier de moi aussi. J'ai appris à être le père qu'elle méritait. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable n'est pas possessif mais protecteur, qu'il faut parfois du courage pour reconnaître ses erreurs et que la résilience des enfants est un trésor qu'il faut protéger à tout prix. Film da Historia. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a émus à l'écrire, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces récits qui nous rappellent l'importance de protéger les plus vulnérables. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires bouleversantes et inspirantes. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire paraît. Ensemble, continuons de sensibiliser sur ces sujets cruciaux et de célébrer la force de l'amour familial authentique. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait aider quelqu'un qui vit une situation similaire à trouver le courage de demander de l'aide. Car comme nous l'a montré l'histoire d'Alexandre et Lucie,
Il n'est jamais trop tard pour bien faire et protéger ceux qu'on aime.